Il y a une déclaration qui vous a interpellé cette semaine, Philippe de Villiers. On reparlera de Jean-Luc Mélenchon dans un instant, mais peut-être que c'est lié selon vous. C'est celle de Roland Lescure, Premier ministrable, proche d'Emmanuel Macron. Voilà ce qu'il a dit chez nos confrères de C'est à vous. On n'est pas dans la submersion migratoire à 10,5%. Je suis retourné à Montreuil où j'ai grandi et oui, il y avait beaucoup de femmes voilées, mais elles sont françaises. On ne réglera pas les enjeux de l'assimilation, pardonnez-moi, en fermant les frontières. Roland Lescure a défini en quelque sorte la France de la Macronie, dans l'émission C'est à vous, je le disais, une sorte de France de l'ubérisation à l'américaine. Est-ce que ces deux conceptions de la France, Philippe de Villiers, la France créolisée et la France mondialisée, sont, elles, selon vous, cousines germaines ? Mais aujourd'hui, il y a trois Frances, on l'avait dit, j'ai écrit dans mon livre Mémoricide, où vous venez de reprendre l'expression France de l'ubérisation. C'est bien ça, Roland Lescure, c'est ça, toute la Macronie, c'est ça. Alors la France de l'ubérisation, c'est un business model, c'est une application mobile, c'est une plateforme mondialisée, disruptée. La Startup Nation, c'est la France de l'instant, c'est la France du virtuel, c'est la France de l'homme qui zappe. Il y a la classe moyenne, l'homo faber, et il y a la classe de la Macronie, l'homo sapiens, l'homme qui zappe. C'est un peuple de l'homme de l'instant, bigarré, mondialisé. Et en fait, pourquoi je vous ai dit qu'il faut relier les deux, Roland Lescure, Mélenchon? Parce qu'en réalité, quand vous grattez un peu, vous vous apercevez d'une chose, c'est que ces deux France, la France de l'ubérisation et la France de la créolisation, elles ont un point commun fondamental. Ce sont deux manières de détruire la France. C'est-à-dire que ce sont deux post-France. Vous avez d'un côté la France de Lescure, de Macron. C'est une France que Macron veut mondialiser. Voilà pour cette post-France. Et l'autre post-France, c'est l'anti-France que Mélenchon veut remplacer. Revenons à Jean-Luc Mélenchon, justement, Philippe de Villiers. Il s'en est pris, dans les déclarations qu'on a entendues il y a un instant, à la France éternelle, la France des traditions, et ceux qui font justement l'apologie de cette France. Philippe de Villiers, vous l'enracinez, vous souhaitez lui répondre à Jean-Luc Mélenchon. Oui, je regrette qu'il ne soit pas là. Parce que il fut un temps, on avait de la sympathie l'un pour l'autre, parce que et il me disait, toi, tu es un patriote. Et il m'aimait bien. Par une sorte de fait miroir, je ne sais pas. Bon. Et je regrette parce que ce que je vais lui dire, c'est pas méchant, mais ça vient de mes tripes. Voilà. Moi, j'ai eu la chance d'assister un jour à un bout d'écriture. C'était dans les Deux-Sèvres, chez Marie-France Garot. C'était l'appel de Cochin, avec Pierre Juillet. Et j'ai encore la phrase à nouveau, le parti de l'étranger est à l'œuvre, avec sa voix paisible et rassurante. Ne l'écoutez pas. C'est l'engourdissement qui précède la paix de la mort. Eh bien, Elliot, Geoffroy, je le dis avec le poids de l'expérience et de la connaissance de l'histoire de France, de l'histoire millénaire. Le parti de l'étranger, il est présent, omniprésent, dans l'histoire de France millénaire. Au moment de la guerre de Cent Ans, il portait un nom, le parti des Français reniés. Les Français reniés, ils ont brûlé Jeanne d'Arc. Et voilà que les Français reniés reviennent et qu'ils veulent rebrûler Jeanne d'Arc et brûler nos souvenirs. Le parti de l'étranger, le parti des Français reniés, il a mué devant la guillotine, la terreur. C'était le parti des régénérateurs, des purificateurs, des révolutionnaires assoiffés de sang. D'ailleurs, regardez bien Mélenchon, il a des airs de Carrier. Carrier, cet homme, ce révolutionnaire, au bord de la Loire, ce fleuve révolutionnaire, comme disait Aragon, qui noie les innocents,
et qui s'exclame « Je veux une nouvelle France ». Ça vous dit rien? Vous reconnaissez la sémantique? Et il ajoute « les mains poissées de sang ». C'est par principe d'humanité que j'ai voulu faire de cette terre, que j'ai voulu purger de cette terre la liberté de ces monstres. Alors, oui, parfois il y a de quoi avoir peur, il y a de quoi trembler à l'idée que le peuple historique peut céder la place. Et en vous regardant, je pense à un mot de Chateaubriand, dont on a parlé un jour il y a longtemps, et qui disait « Les peuplades de l'Orénoque ont disparu. Il n'est resté de leur dialecte à la cime des arbres que 30 mots prononcés par des perroquets redevenus libres. C'est peut-être notre destin. Nous sommes pris entre le wokisme, dans un étau, entre le wokisme qui s'emploie à nous déculturer et l'islamisme qui s'emploie à nous reculturer. Mais, en fait, non. Je me reprends. Rien n'est perdu. Et vous savez pourquoi? Parce que la caractéristique d'un vieux pays, c'est qu'il va chercher dans le miroir de ses sagesses anciennes une énergie, une force insoupçonnable pour se relever. Et en fait, ce passé immémorial, ce passé millénaire de la France, c'est sa corde de rappel. Et moi, je dis à Jean-Luc Mélenchon la chose suivante. Vous pouvez me mépriser, mais au moins m'écouter. Moi, je suis un Français de France. Je porte dans mes côtes les pierres d'angle, les lézardes, les râles héroïques d'un vieux pays, d'un très vieux pays. Et je ressens physiquement, cette énigme des parentés invisibles, qui fait que dans chaque petit Français, malgré lui, vie, survie, sommeil, murmure, un Français millénaire qui se rappelle à lui, qui est en lui, qui se rappelle à lui et qui lui rappelle les ferveurs enfouies et les plus hautes valeurs distinctives. Et ce Français-là, ce Français millénaire, qui ne peut pas mourir, ce Français des hautes nefs immémoriales, il peut redevenir à un moment ou à un autre, et le moment est venu, une conscience dressée. Et s'il y a autant de monde qui nous regarde, Monsieur Mélenchon, le vendredi soir, et vous feriez bien d'ajouter à ce nombre, d'ajouter votre présence assidue. Je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il est en train de nous regarder, ce Français millénaire. Il ne veut pas mourir, et il ne veut pas que son pays meure. Ce Français millénaire, il nous regarde, il nous écoute, et il se lève. Il est possible qu'il vous regarde, Philippe de Villiers, Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, il est possible qu'il ait dit ça la semaine dernière parce qu'il vous répondait. À vous, le Français millénaire. Mais à partir du moment où... Et on le salue. Non, mais à partir du moment où il dit le grand remplacement, finalement, je suis d'accord, il n'a plus qu'un pas à faire pour dire, mais la France de la tradition. Puisqu'il critiquait le grand remplacement il y a 5 ans. Et maintenant, il dit le grand remplacement. Il donne 5 ans pour dire, finalement, la France de la tradition. Vous savez, Paul Valéry disait, la tradition consiste pas à refaire ce que les autres ont fait, mais à en refaire de toutes autres, dans de toutes autres circonstances, en gardant l'esprit. Monsieur Mélenchon, vous n'avez pas compris ce que c'était que la tradition. Bon, je vous donne 5 ans, moi je vous donne 2 minutes avant l'apologue, parce que j'ai hâte de l'entendre, votre apologue. 2 minutes parce que vous êtes un ardent défenseur, Philippe de Villiers, de la liberté d'entreprendre, de ceux qui arrivent à faire rayonner le pays dans le monde. Petits comme grands, les patrons alertent, les charges sur leurs entreprises viennent freiner leurs activités. Un homme dont la parole est extrêmement rare a décidé de sortir du silence. Il est depuis 2 semaines la cible de certains responsables de gauche, de syndicats.
Il s'appelle Bernard Arnault. Alors, on ne va pas l'écouter, on l'a suffisamment entendu. Et on manque de temps, mais vous connaissez bien Philippe de Villiers, Bernard Arnault. Vous connaissez sa discrétion également. Alors, comment vous expliquez qu'il prenne la parole et mette en garde le gouvernement Bayrou sur ces charges qui peuvent pousser à la délocalisation? Attention, LVMH n'a jamais dit, Bernard Arnault n'a jamais dit qu'il allait délocaliser. Philippe de Villiers. Moi, il m'a sauvé. Quand j'étais président du Conseil général, j'avais fait des parcs tertiaires qui s'appelaient des Vendéopôles. Je suis allé le voir et il m'a dit d'accord, il y a 700 emplois. Voilà, Vuitton, maroquinerie. Donc il avait des propositions dans le monde entier. Donc je sais qui c'est Bernard Arnault. Je le connais bien, c'est un ami, c'est un homme qui est profondément français, profondément patriote. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans toute la polémique, c'est le face-à-face à distance entre Bernard Arnault et le fameux Lombard. Ministre de l'économie. Le ministre de l'économie. Alors, vous avez un grand patron qui innove, qui invente, qui crée la richesse, qui crée la valeur ajoutée, qui se plaint du pacte vert parce que c'est une décarbonation bureaucratique, qui se plaint des impôts, des prélèvements, et qui dit on a bien de la vertu de rester en France. Et puis vous avez, en face de lui, un ministre de l'économie qui incarne physiquement l'impôt, qui sort tout droit de l'État profond, la Caisse des dépôts, etc., et qui, en arrivant dans l'atmosphère, explique qu'en fait, la prospérité d'un pays se juge à partir de 3 critères: le nombre des fonctionnaires, l'étendue de la sphère publique et l'étatisation de l'économie. Voilà. Bon, en fait, on est plombé depuis 40 ans, parce que ces gens-là, les Lombards et autres ingénieurs sociaux de la Saint-Simonie, ils nous ont infligé un New Deal à la française, qu'ils appellent. Bon. Et ce New Deal reposait sur 2 postulats: l'extension indéfinie de la sphère publique et de la dépense improductive, comme on dit en économie, et le primat de la consommation sur la production comme moteur de la croissance. Et voilà, on en est. On était un pays de producteurs, on est en train de devenir un pays de consommateurs. Et donc, il faut rendre hommage aux grands patrons. Alors, vous savez, il y a 2 cibles aujourd'hui dans le gouvernement. Il y a les grands patrons, les très grands patrons. Oh là là, les grands patrons. Et les très petits. Ils réussissent. Oh là, c'est dangereux. Et puis, il y a les tout petits patrons, les auto-entrepreneurs. Voilà. C'est-à-dire, on tire sur les brochets, sur les gardons. Donc, si je résume, c'est plus d'Arnault, Bernard Arnault, hein, pas Raphaël, le triple fichier S, et moins de Lombard. C'est ça que vous voulez dire? Ah, mais le Lombard, c'est une plaie ambulante. Bon. Et il fallait le laisser à la Caisse des dépôts. Non. Philippe de Villiers, est-ce que vous connaissez l'Agence de la transition écologique, l'ADEME? Ah, l'ADEME. Alors l'ADEME, elle a un vaste projet, un vaste programme, elle finance des projets verts, elle joue un rôle d'expertise, de conseil, de sensibilisation et recherche et innovation. Et alors, la semaine dernière, il y a quelque chose qui vous a marqué, vous avez tourné les pages du Parisien et vous êtes tombé sur cette infographie de l'ADEME qui nous conseille combien de fois porter ses vêtements avant de les laver. Alors je sais, pardonnez-moi Philippe de Villiers, que vous portez régulièrement des pyjamas. Désormais, votre pyjama, vous allez le porter 7 fois avant de le laver. Votre jean que vous utilisez quand vous allez au Puy du Fou, c'est entre 15 et 30 fois, même s'il est boueux, d'accord, hein? Donc, même en temps de pluie, 15 à 30 fois. Donc l'ADEME, voilà ce que recommande l'Agence de la transition écologique. Ils ont évidemment des milliers d'activités différentes, mais dans mes mots récits, vous parlez de l'écologisme, l'écologie carcérale selon vos termes. Vous pourriez, dans la continuité des recommandations de l'ADEME, qui nous invite donc à moins laver nos vêtements, décrire, selon vous, et ce sera votre apologue, la journée ordinaire du citoyen décarboné. Philippe de Villiers, quelle est la journée type du citoyen décarboné? Alors ça tombe bien, je l'ai rencontré hier. Et je lui ai promis de parler de lui, de raconter sa journée telle qu'il me l'a racontée. Il s'appelle Mathéo. Ah, le frère de Kevin. Le père de Kevin. Vous allez voir. Alors, en fait, Mathéo, quand il se lève le matin, première chose, qu'il ouvre ses volets, il a en face de lui une prairie vide. Il n'y a plus de vaches. Il m'explique parce que aux 20h d'une grande chaîne,
de service public, le président de la Cour des comptes, qui est parfaitement dans sa fonction, comme vous allez le voir, Pierre Moscovici a expliqué qu'il ne fallait plus de vaches parce que les vaches pètent et que le méthane, c'est mauvais pour la planète. Va pour les vaches. Après, il met la main en visière et qu'est-ce qu'il voit? Un mur de pales d'éoliennes qui grondent jour et nuit. Et qui, lui et sa femme, évidemment, et qui perturbe le sommeil du couple et des enfants. Alors, il y a les bonnes choses parfois. Tout n'est pas noir, tout n'est pas vert. Il est consolé par son beau-frère qui est là en séjour. Son beau-frère qui est prof à Grenoble. Ah. Et qui est très, très lancé dans tout ce qui concerne le réchauffement climatique, la transition écologique, etc. Et il lui explique, il lui répète les mots, l'adjuration de Mme von der Leyen, qui dit « Soyez des Européens climatiquement neutres ». Et elle ajoute « Chaque matin, faites votre Green Deal ». Le matin, quand il se réveille, et là je fais allusion à votre lancement, il s'habille, et au moment de s'habiller, il veut changer de slip et de jean. Et sa femme l'arrête, et elle ressort le tableau que vous avez montré, et dit non, j'ai vu dans le Parisien, non, le slip encore 3 jours. Un jour, porté un jour. Et le jean encore 30 jours. Oui, 15 à 30 fois. Oui, donc il finira par tenir tout seul. Bon, voilà. Et au moment de passer à table, sa femme lui dit non, il n'y a pas de repas. Alors d'abord, d'habitude, il va prendre l'apéro à midi. Là, il n'y a pas d'apéro parce qu'il n'y a plus de café. Le café a été remplacé par un kebab. Et il regarde autour de lui les voisinages et il voit l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe, le porte-monnaie qui se vide. Il rentre et il dit à sa femme « Janine, on va manger quelque chose ?» Elle dit « Non, on ne peut pas. Il faut payer la TVA pour l'auto-entrepreneur. Bayrou. » Et puis en plus, regarde la lettre du préfet qu'on vient de recevoir. On ne peut même pas louer la maison cet été. Je dis « Pourquoi ?» Ben, regarde lui. Et il lit « Votre 3 pièces est une passoire thermique. » Bon. Il part au boulot. Il arrive aux portes de la ville. Je dirais pas laquelle, il me l'a dit, mais c'est une ville écolo. Et là, il voit ZFE, zone à faible émission. Il appelle ça zone à forte exclusion. Lui, il a une bagnole diesel, donc il fait du CO2. Donc il est interdit d'accès. Et donc il prend sa trousse à outils d'auto-entrepreneur sous le bras et il prend une trottinette à pédales comme un écolo pour aller à l'intérieur du centre-ville. Il se console en se disant, parce que c'est quand même un bon citoyen français, je suis un citoyen décarboné. Il y a quand même du positif. L'impression de sauver la planète quand même. Ça compte, malgré tout. Et quand il rentre le soir du boulot, tout ne va pas tout seul, parce que son fils, Kevin, vient vers lui et lui dit en hésitant, « Papa, il faut que je te dise un truc, le planning familial est venu, il a fait un cours d'éducation sexuelle et ils ont dit, papa, je suis peut-être une fille. » Ah. Et même, ils ont dit, t'es peut-être enceint. Donc là, il coupe, il regarde la télé. Il allume le service public. Et il tombe sur Mathilde Panot. Et là, sans transition, il pense aux punaises de lit, un des combats de Mathilde Panot. Et il entend le journaliste qui en fait lui dit en gros, comme à beaucoup de Français, de toute façon, vous êtes des descendants de mâles blancs colonialistes qui ont asservi les minorités. Donc là, il coupe le service public et il part dans son lit. Sa femme le rejoint. Elle a regardé Sandrine Rousseau sur France 5. Et elle met une condition à tout commerce vespéral, c'est qu'il soit un homme déconstruit. Et quand il se retourne sur son oreiller,
c'est plus fort que lui. Il se répète les phrases de Macron. Tout ça, c'est la faute à Poutine. Il jure à sa femme d'essayer de s'efforcer de ne pas ronfler comme les extrêmes. Ce sont les extrêmes qui ronflent. Et puis, il s'endort, elle aussi. Et là, il dessine dans un rêve un arc au-dessus du lit conjugal. Sa femme se réveille en sursaut et lui dit « Hé, qu'est-ce que tu fais là? Tu déconnes ou quoi ?» Il dit « Non. » « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il lui répond « Un arc républicain, ma chérie. » La journée du citoyen, la journée type du citoyen décarboné, je préviens l'ARCOM, c'est un apologue, c'est un conte, hein, bien évidemment. J'imagine, ils sont tous en alerte là. Hein. Toute ressemblance avec la réalité n'est qu'une transposition. Voilà, donc on fait